Alors, mes chers experts, nous allons commencer avec ce dossier qu'on voit en fait régulièrement en consultation, qui est évidemment un petit peu borderline, comme l'a expliqué Cécile tout à l'heure, mais on va essayer de réfléchir un petit peu tous ensemble à comment envisager éventuellement une ostéotomie tibiale. Donc on a, comme assez souvent, ce type de patient qui arrive, 55 ans, en surpoids, avec un BMI bien élevé, mais qui vient pour une douleur du compartiment fémoro-tibial médial, invalidante, quasi permanente depuis plusieurs mois, avec un morphotype angénuvarum bilatéral symétrique assez important, et qui est adressé par son médecin traitant pour une lésion méniscale interne. Donc l'idée, c'est un petit peu de réfléchir à quels sont les points de l'examen clinique et de l'interrogatoire qui vont éventuellement nous faire penser à une indication d'ostéotomie. Cécile, peut-être ? Du coup, alors, un peu comme je l'ai présenté auparavant, je vais évaluer déjà sa demande fonctionnelle, parce que le raisonnement ne sera probablement pas du tout pareil en fonction de sa réponse, s'il est sédentaire ou vraiment actif. Et puis après, d'un point de vue clinique, c'est sa laxité, sa mobilité, savoir si c'est un patient qui est très enraidi ou pas. A priori, il a peu de raisons de l'être pour l'instant, savoir s'il a un croisé compétent, savoir si sa déformation est réductible, tous les critères d'évaluation clinique un petit peu. Juste petite info comme ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais le terrain tabagique, ça t'interpelle ? Comment ? Un terrain tabagique, ça t'interpelle à l'examen, à l'interrogatoire ? Ça peut être un frein, mais après, si tous les autres critères sont positifs, ce ne sera pas la première chose auquel j'accorde de l'importance. Ok, bon, en pratique, ce patient, il ne fume pas, mais c'était pour lancer l'interrogation. Michel, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Je sais que tu... moi, je commencerais par demander les radios. Ouais, ça viendra. Plutôt qu'avoir une IRM. Je ne pose pas une indication d'ostéotomie sur une IRM. Bien sûr. Donc, je demanderai des radios, face, profil, Schuss, une goniométrie, et j'examinerai. Et ma décision, elle repose avant tout sur les clichés. Et personnellement, je ne fais pratiquement jamais d'ostéotomie sur des patients qui ne sont pas os-contros. D'ailleurs, je n'opère généralement pas d'arthrose qui ne sont pas os-contros. Contrairement à ce que disent certains, l'ostéotomie c'est avant qu'on soit os-contros et la prothèse c'est une fois qu'on est os-contros. Je ne suis pas du tout d'accord. L'ostéotomie ça marche très très bien chez les patients qui sont os-contros. Tant que ça n'a pas creusé de plusieurs millimètres, l'ostéotomie marche très bien. Donc c'est les premières choses que je demanderais. Quant au tabagisme, non, c'est pas un truc qui me préoccupe. En revanche, des alcooliques ou des anciens alcooliques, oui, parce que ça consolide jamais. Et sur quoi ? Un ancien alcoolique consolide jamais une ostéotomie, donc je fais jamais d'ostéotomie sur les anciens alcooliques. Le poids, c'est un critère pour toi ? Le poids, ça serait plutôt le BMI, alors, parce que des grands costauds qui pèsent plus de 100 kg, s'ils sont pas vraiment gros, une ostéotomie, ça pose pas de problème. Mais enfin, 55 ans, quelqu'un qui est gros, pas sportif et tout, là, ça plaide pour une prothèse. Donc, je vais demander à nos deux non-lyonnais le bilan d'imagerie classique que vous demandez. Quels sont les critères qui sont importants pour vous dans cette imagerie, notamment dans l'analyse de la déformation? Qu'est-ce qui vous fait dire que les radios sont bien faites? Qu'est-ce que vous analysez, Monsieur Saragaglia? Oui, les radiographies sont fondamentales pour poser une indication d'ostéotomie, bien sûr. Et je regrette qu'on voit arriver des patients aujourd'hui uniquement avec une IRM sans aucune radiographie. Ça, c'est tout à fait regrettable. C'est mettre la charrue avant les bœufs et on voit les choses à l'envers. Alors, sur le plan de la radio, évidemment, il y a des clichés en Schuss qui sont absolument fondamentaux, en extension et en Schuss, parce que certains pincent en Schuss, mais pincent moins en extension. Donc, il faut avoir, à mon sens, les deux clichés.
Autant dans les génuvalgum, ça pince en chousse, mais dans les génuvarum, de temps en temps, ça pince genou en extension. C'est des arthroses à évolution antérieure, donc c'est important d'avoir les clichés en extension et en chousse. Ensuite, eh bien, ce qui est fondamental, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans la mesure des angles. D'abord, il faut être sûr que le genou soit strictement de face. Et j'ai fait pendant plus de 35 ans des clichés avec Ramadier, qui était en fait, ça avait été décrit en 2001 par Ramadier et son école, où on faisait un profil strict du genou, ensuite on faisait basculer l'appareil de radio de 90 degrés, on était sûr d'avoir une face vraie du genou. La grosse difficulté, effectivement, c'est de voir des gonométries avec des rotules sur la face externe du genou. Alors parfois, quand on a une arthrose fémoro-patellaire associée, avec une bascule externe de la rotule, mais dans plus de 90-95% des cas, en fait, quand la rotule est sur la face externe du genou, c'est que la radio est mal faite. Donc le cliché de face stricte est absolument fondamental, et sur ce cliché, il va falloir mesurer l'angle mécanique fémoral, l'angle mécanique tibial, et ne pas régler le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, uniquement par une ostéotomie tibiale de validation. Donc il faut agir au niveau de la déformation, et non pas au niveau de l'axe global du genou. Et c'est vrai que depuis que je fais des doubles ostéotomies, ça fait bientôt 20 ans que j'en fais, je les hypercorrige beaucoup moins qu'avant dans les doubles ostéotomies, et on est beaucoup plus proche de 180 degrés que les hypercorrections qu'on attend dans les ostéotomies de validation. Donc les clichés radiologiques fondamentaux de qualité. Il n'y en a pas toujours des clichés de qualité. Ce qui fait d'ailleurs que depuis 2 ou 3 ans environ maintenant, je fais des clichés couchés où je suis à peu près sûr d'avoir le genou strictement de face. Debout, c'est parfois n'importe quoi. C'est parfois des flexums, des rotations externes, des rotations internes. C'est pas évident du tout. Alors que je pense que couché sur une table, on peut avoir des précisions beaucoup plus importantes, qui est beaucoup plus proche de la navigation, puisque je navigue toutes mes ostéotomies. Et on a des axes qui sont beaucoup plus proches quand on les navigue, quand on est cliché couché, que quand on les a debout. Mais tu peux faire des gonios couchés ? Absolument. Parce que ça demande une hauteur de... Avec les clichés numériques, maintenant on peut les avoir sans avoir de hauteur au plafond trop importante. Ah oui. Avant on fallait te mettre à 4 mètres pour avoir, maintenant on peut les avoir couchés en clichés numériques. Okay. Et je peux poser une question ? Est-ce que pour vous, l'arthrose fémoro-patellaire associée pose un problème dans une ostéotomie ? Est-ce que c'est une contre-indication ? Est-ce que ça... Alors pour moi, ce n'est pas une contre-indication, mais je préviens le patient qui risque d'avoir mal parce que l'OTV aura pour effet, si on fait une ouverture médiale, de descendre un peu la patella, ou alors si elle est trop importante mais qu'il est jeune et je veux quand même conserver l'indication d'une OTV, je fais alors une biplanaire inversée pour laisser la tétia avec le fragment proximal pour que finalement elle ne descende pas. Mais en termes de contre-indication pure, non. Mais je le spécifie, je le cherche cliniquement, systématiquement, et j'en parle en patient pour qu'il ne soit pas surpris si après il a un peu plus mal devant éventuellement, quoi. Mais j'adapte. Après, pour compléter ce que disait M. Saragaglia sur le bilan radio, moi, dans la littérature, j'ai jamais trouvé ou su, ou peut-être que j'ai mal cherché, s'il fallait faire un télémétrique mono bipodal. Donc en fait, moi je fais les deux, et je fais la moyenne des deux, parce que je me dis, on est debout en bipodal, mais on marche en monopodal. Et en monopodal, on a tendance à avoir une aggravation de la déformation. Or, on marche comme ça, donc c'est le côté dynamique. Et ça me donne une idée un petit peu plus juste, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, ce qui se rapproche en fait de la mesure du JLCA aussi, quoi, indirectement. Et je fais les deux, je demande les deux, et j'en fais un peu la moyenne, parce que j'estime qu'on est une fois en monopodal à la marche et une fois en bipodal en station statique. Après, c'est quelque chose de personnel, mais j'ai jamais trouvé la réponse dans la littérature, savoir si l'un ou l'autre était prévalent par rapport à la mesure de la déformation du membre inférieur. Merci. Alors on a la chance d'avoir 2 experts, c'est les joies de la technologie, Christian Clay qui est en Allemagne et Vitor Padua qui est au Brésil, à qui on va pouvoir poser quelques questions. Moi j'ai une question. Hi Christian. Salut. Should I speak in French or in English? Ouais, tu sais que je parle français comme une vache espagnole et pour cette raison c'est peut-être obligatoire de parler anglais avec moi. Ah, c'est pas sûr que mon anglais soit meilleur. I have a question for you. How are you sure that your long leg X-rays are well done? I mean, you talk about rotation. What about flexion contracture? Because some of the patients are not in full extension while you do this long leg X-rays. So
it might overestimate the various deformities. So how you organize this? Yeah, that's a good question. Thanks. So it's, I mean, the good thing about deformities in the sagittal plane and in the frontal plane are that they are directly to be seen with your eyes. The problem with rotational profiles, even when you go for corrections like torsion deformities, something which hides kind of in front of our eyes. We don't see this, and this is why our expertise in correcting these is not that extensive as we have it for sagittal or frontal plane deformities. So now first at hand, it's quite easy to see whether your patient has a flexion deformity, and this is something that you can take into consideration. So I guess in most of the cases, when we have these rotational deformities, the problem is that we don't really see it. And therefore, we don't take it into our account, and it's lost in our equation. So it's way more important to detect it and know what it's like. Obviously, if it's a mild flexion deformity, then it's something that we have to take into consideration into our planning, because then we, in most of the cases, correct in multiplanar angles. So we can even extend the limb if it's a flexion deformity. Obviously, I try to be very precise then and rule out, by positioning the limb, rule out the sagittal plane so that I'm directly square. It's like X-raying an Oxford prosthesis afterwards. So you need to have a screened X-ray. That's how we call that. Merci beaucoup. On va profiter de cette vidéo pour interpeller Vitor qui nous vient du Brésil. Ça nous fait plaisir, Vitor, de t'avoir. J'espère que tu vas bien. Bonjour Robin, c'est un plaisir d'être là, oui. Ça va bien. Oui. Tu raisonnes de la même façon. Est-ce que tu accordes une importance particulière au poids, au tabac, à l'alcool, à la flexion contracture qui va forcément modifier le bilan radio? Comment tu raisonnes toi-même? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec tout le monde a dit. Les tabacs et l'alcool, je suis très conscient. Je pense qu'il ne faut pas y aller même malade comme ça. Les poids, ça dépend. Comme Michel Bonnet a dit, parfois le malade, il a des gros poids, mais c'est un athlétique, c'est différent, c'est les choses qu'on peut penser à faire. Donc il faut analyser que des poids, mais voir les malades, qu'est-ce qu'il fait, l'activité, les muscles. Pour les déformations, les plantes sagittales, j'ai essayé de voir les condyles, que les condyles c'est toujours parallèle, mais c'est pas très évident qu'on peut voir les radios comme ça toujours. On peut passer sur repasser sur les diapos, s'il vous plaît. Est-ce que vous utilisez en pratique courante, justement pour se soustraire de ces problèmes de flexion, une imagerie 3D type EOS? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous utilisez des clichés en stress de façon systématique, ou l'examen clinique vous suffit-il? Et est-ce que vous utilisez une IRM ou un arthroscanner pour un bilan cartilagineux sur le compartiment contralatéral? Mathieu? Alors je ne rajoute pas l'IRM ou l'arthroscanner, comme dit M. Sargaglia, en général le patient vient avec, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que le bilan radio manque, c'est quand même la radio qui est l'élément essentiel. Les os sont là depuis quelques semaines seulement, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question. C'était quoi le reste? Il y avait encore une troisième. Clichés en stress. Pardon? Les clichés en stress, oui. Clichés en stress, non, moi j'en fais pas, j'ai pas l'habitude de les analyser, on avait du mal à les avoir jusqu'à très récemment aussi, donc c'est surtout la clinique qui me permet, en plus du bilan radio classique, mais donc sans ces clichés stress, d'arriver ou non à une conclusion d'OTV ou pas, quoi, ou une double ostotomie ou un fémur distal, enfin voilà, la clinique plus que les clichés en stress. Et les os, quelques semaines seulement, donc difficile de répondre. L'arthroscanner, jamais. Jamais. Pour ce genre d'indication, quoi.
Michel, tu utilises des clichés en stress Je trouve que les images que tu as montrées sont quand même tout à fait pertinentes parce que ça montre qu'une goniométrie standard versus une goniométrie corrigée pour avoir une image bien dans l'axe, dans le plan des condyles, ça change tout quand même. Et alors calculer très scientifiquement une déformation sur une gonio qui, par définition, a une malrotation, c'est un peu de la pseudoscience. Et il faut lutter contre ça, parce que souvent, un des problèmes dans notre spécialité, c'est qu'on a tendance à faire de la science pour se rassurer, des calculs compliqués pour se rassurer, alors qu'en fait, c'est de la pseudoscience, parce qu'on part de bases erronées. Et donc faire des calculs précis sur des mesures, sur des radios qui sont fausses, c'est pas très très bon, quoi. Ok, pour avancer un petit peu, si jamais à l'issue de l'interrogatoire et de l'examen clinique, ce patient, vous pensez quand même à l'indication d'une ostéotomie, vous avez un objectif de correction particulier ? Monsieur Saragaglia, peut-être ? Oui, moi j'ai été élevé dans le dogme de l'hypercorrection et malheureusement, avant que je navigue, il m'est arrivé d'avoir, comme tout le monde, des hypocorrections et j'avoue que l'expérience que j'en ai n'était pas très très bonne. Donc, dans les ostéotomies tibiales de validation, je tolère 184 degrés, plus ou moins 2 degrés, en sachant qu'il faut avoir dans nos mesures les erreurs dues à la mesure radiologique. Et il faut intégrer, je pense, plus ou moins 3 degrés, parce que faire de la précision au quart de degré près, ça me paraît impossible avec les outils d'évaluation qu'on a en pré et en post-opératoire, comme le disait d'ailleurs Michel Bonin tout à l'heure. Donc pour l'ostéotomie tibiale, j'essaie toujours d'être aux alentours de 183, 184 degrés. Pour les doubles ostéotomies, par contre, je suis plus proche de 180 degrés. Et à ce moment-là, l'expérience clinique que j'ai, qui est très importante, j'en parlerai tout à l'heure, me fait dire que quand on corrige à la fois au niveau du fémur, à la fois au niveau du tibia, quand on est à 181, 182 degrés, en général, les gens sont quand même très très bien soulagés. Donc je ne cherche pas du tout à avoir la même hypercorrection quand je fais une double ostéotomie qu'une ostéotomie tibiale isolée. Mathieu, est-ce que tu as des critères en termes d'usure, de déformation initiale pour choisir ta correction finale ? Chez ce patient-là, avec une usure importante, on se doute bien, on espère que l'ostéotomie tiendra le plus longtemps possible, mais à un moment donné, il faudra quand même passer à la PTG. Et l'idée, c'est de faire une PTG dans les meilleures conditions possibles et de ne pas se retrouver avec un cal visseux extra-articulaire trop important. Donc, j'allais dire la même radio à 22 ans, je ne réfléchirais pas qu'avec cette même radio à 55. À 55, je viserais une hypercorrection quand même, parce que justement, l'erreur de la mesure initiale de 1 ou 2 degrés fait que si je me mets à 0, je risque de rester en varus. Donc je vais viser 2, 3 en me disant que avec un peu de chance, je serai effectivement à ce niveau-là parce que je ne navigue pas, mais j'utilise des PIC, donc je me dis qu'indirectement, j'arriverai à avoir précisément la correction que je veux, sous mesure, sous réserve qu'au départ, l'analyse soit bonne, le planning soit bon, et forcément, le target sera atteint. Toujours est-il que pour ce patient, avec cette usure importante, je pense à après, et je ne veux pas un cal visseux extra-articulaire trop important, donc je viserai l'hypercorrection de 2 à 3 degrés, quoi. En étant certain que le MPTA, lui, ne sera pas non plus trop important et trop fait au-delà des 93, parce que sinon ce cal visseux je l'aurais quand même aussi de toute façon. Donc je réfléchis, j'essaye au mieux de penser aussi à après en fonction du patient qu'on a, quoi. Et on n'en parle peut-être pas assez non plus, il y a effectivement le patient, l'analyser, la radio, l'analyser, ce qu'on veut faire maintenant, mais se dire qu'un jour ça risquera de pas aller. Et c'est quand même 2 fois sur 3 à 10 ans on passe une PTG, quoi. Et c'est d'autant plus court en termes de délai que le patient est franchement visé, quoi. Enfin, dans mon expérience et de ce que j'ai pu lire ailleurs dans la littérature. Et tu raisonnes aussi, alors peut-être plus chez des patients plus jeunes, mais sur le confort entre guillemets d'une hypercorrection par rapport à une normocorrection ? J'estime que 2-3 degrés, ça reste l'hypercorrection, mais on n'est quand même pas non plus dans les 4, 5, 6 degrés. Donc j'estime qu'à 2-3 degrés près, à 2-3 degrés d'hypercorrection, je ne suis pas certain qu'il y ait un inconfort majeur. Alors qu'à 5-6, ça c'est certain.
Donc même le dogmatique 3 à 6 degrés, je ne l'ai jamais vraiment véritablement suivi. J'ai plutôt toujours fait 3-4 et maintenant je fais plutôt 2-3, sous réserve de l'erreur de mesure au départ. Mais le 5-6 m'a toujours paru un petit peu excessif. Justement parce que le patient il va passer d'un varus plus ou moins important qu'il a eu, il a grandi comme ça, avec un valgus de 5-6 degrés, il ne le vivra pas bien, ça c'est sûr. Oui, je voudrais faire un commentaire là-dessus. J'ai toujours pensé effectivement qu'en modifiant l'axe du membre inférieur, on risquait d'avoir des répercussions sur la marche ou sur la course. J'ai fait faire un travail il y a 4-5 ans par un de mes élèves, qui a été publié d'ailleurs dans le KSSTA, sur une analyse de la marche après ostéotomie de valgisation, chez des patients qui avaient une hypercorrection, mais tout à fait modérée, que tous les patients avaient été navigués. Et les retentissements sur l'analyse de la marche sont quasiment nuls après une ostéotomie de valgisation, alors que j'avais toujours pensé d'abord qu'on aurait du mal à courir après, quand on est resté longtemps en varus, qu'on passe en valgus, qu'on avait du mal à courir. Eh bien, une autre étude a démontré que plus de 80% des patients reprenaient la course à pied, le jogging sans difficulté particulière, et que l'analyse de la marche sur tapis de marche montrait une perturbation de la marche pratiquement inexistante. Donc, d'autant plus que les gens n'avaient plus mal et marchaient beaucoup mieux, ils allongeaient le pas, et donc ils avaient une façon de marcher qui était bien meilleure après ostéotomie de valgisation. Donc le fait de penser que l'ostéotomie de valgisation peut à un moment donné perturber le schéma de marche ou la course, je crois que c'est une erreur. Sauf si on fait des hypercorrections de 10 degrés. À ce moment-là, ça change tout. Mais l'objectif, il n'est pas là. Il faut se rapprocher des 180 degrés tout en étant légèrement hypercorrigé. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de conséquences ni sur la marche ni sur la course. On l'a démontré sur plusieurs articles que l'on a fait récemment.